Et si je vous disais que je peux vous raconter une histoire en 7 mots, et qu'en l'entendant, les plus sensibles d'entre vous la trouveront tellement triste qu'elle risque de vous mettre les larmes aux yeux? Vous en doutez? La voici. À vendre, chaussures pour bébé, jamais portées. Cette histoire, qu'on attribue à l'écrivain Ernest Hemingway, est la preuve qu'il n'est pas nécessaire d'écrire tout un roman pour raconter quelque chose qui provoque des émotions fortes chez le lecteur. Et dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à ce genre de nanofiction en explorant un de mes subreddits préférés, r/2sentence-horror ou en français, histoire d'horreur en 2 phrases. Le concept est très cool et vous allez avoir droit à votre lot de what the f en les entendant. Je vais me faire un plaisir de partager avec vous les meilleures d'entre elles. Cela dit, ces très courtes histoires suggèrent souvent plus qu'elles ne disent. Comme avec l'histoire des chaussures pour bébé, il faut parfois quelques secondes pour en saisir toute la portée. Donc n'hésitez pas à faire une pause après chacune d'entre elles pour y réfléchir sans aucun spoiler. Et je vous indiquerai ensuite ce que j'en ai compris pour que vous puissiez pleinement apprécier chaque histoire avant de passer à la suivante. Allez, on commence avec celle-ci. Toute ma vie, mes parents m'ont dit de ne pas ouvrir la porte de la cave, mais j'ai été curieux et je leur ai désobéi. C'est quoi cette boule brillante dans le ciel et pourquoi elle me fait mal aux yeux? Très bon premier exemple où on se rend compte que ses parents ne voulaient pas l'empêcher d'aller à la cave, mais plutôt qu'ils voulaient l'y garder enfermé. Elle me fait un peu penser à la nouvelle de Richard Matheson, qui s'intitule Né de l'homme et de la femme, et qui raconte l'histoire d'une créature monstrueuse que ses géniteurs gardent enfermée au sous-sol. Ici, le narrateur ne sait même pas ce qu'est le soleil, qu'il décrit naïvement comme une boule brillante dans le ciel, et on peut en déduire qu'il a passé toute sa vie dans la pénombre de la cave. Cette histoire est un bon exemple d'horreur psychologique. Passons à la suivante. Quand le kidnappeur m'a fait deviner où il gardait ma fille, j'ai choisi la cave, et il a répondu « correct » en me laissant la voir. Mais quand j'y ai découvert sa tête décapitée, j'ai compris que tous les autres choix auraient été corrects eux aussi. Celle-là est encore plus dark, bien qu'elle laisse planer un petit doute sur l'interprétation. Perso, je la comprends dans le sens où sa fille est découpée en plusieurs morceaux et chacun d'entre eux est placé dans une pièce différente. C'est pour ça que, quelle que soit la pièce qu'il choisit, il va y retrouver sa fille, ou en tout cas un bout de sa fille. Très très glauque. Le principal de l'école de mon fils m'a appelé au travail aujourd'hui pour me dire que mon fils avait poussé un autre enfant lors d'une sortie scolaire. Au début, je me suis dit que ça ne méritait pas vraiment un appel, jusqu'à ce que je me souvienne que la sortie de mon fils était au Grand Canyon. Et là, on peut donc se dire que le fils a fait faire le grand plongeon à un de ses camarades de classe. Un meurtre, ça justifie sans doute le coup de fil de la part du proviseur. Pour mon dernier vœu, j'ai souhaité que mon père revienne à la vie. Je me tenais debout sur sa tombe en souriant, l'imaginant qu'il criait et griffait son cercueil, tout comme il l'avait fait les 2 fois précédentes où je l'avais ramené à la vie. Alors là, un peu de magie noire dans cette histoire qui joue sur la taphophobie, la crainte d'être enterré vivant. Une peur dont je vous avais déjà parlé dans mon iceberg consacré aux phobies les plus cauchemardesques. Et dans la même idée, d'un enfant qui se venge de ses parents, on a la suivante. Chaque fois que j'envisageais de mettre fin à mes jours pour échapper aux abus et à la maltraitance de mes parents, je me récitais mon mantra « Tu ne mérites pas de mourir ». Ironiquement, maintenant qu'ils sont vieux, affamés, couverts d'escarres et qu'ils me supplient de mettre fin à leur souffrance, j'ai toujours le même mantra. Alors ici, le mot « mériter » est clairement à double sens. Lorsque le narrateur se disait « tu ne mérites pas de mourir », c'était parce que, bien qu'en souffrance, il ne pensait pas que la mort constitue une façon juste pour lui d'échapper à son sort. Mais lorsque son mantra s'applique à ses parents, c'est pour dire qu'ils méritent de souffrir, et que la mort serait une solution trop douce pour eux. Sympa, enfin, façon de parler. Faites attention, cette ligne de sel de roche est la seule chose qui les maintient à l'extérieur, dit l'homme en accueillant mon groupe dans son refuge. Du sel de mer, ai-je précisé. C'est le sel de mer qui nous maintient à l'extérieur. J'aime beaucoup celle-là car elle nous permet de déduire tout un univers à partir de ces 2 phrases. Peut-être un monde post-apocalyptique où des créatures prennent l'apparence d'êtres humains pour mieux nous tromper. Un peu comme dans le film L'invasion des profanateurs de tombes, où des extraterrestres prennent le contrôle des corps humains pour remplacer les personnes et conquérir la planète. Là, le vieil homme dans son refuge pense peut-être aider des personnes en détresse, alors qu'en réalité, il fait entrer le loup dans la bergerie.
Je suis né aveugle, mais j'ai eu la chance d'avoir une mère aimante qui s'occupait de tous mes besoins. Imaginez le sentiment de trahison que j'ai ressenti quand un point de suture a lâché et qu'un rayon de lumière a touché mon œil pour la toute première fois. Très très fort, autrement dit, il n'est pas né aveugle, mais c'est sa mère dans une sorte de syndrome de Munchausen qui lui coule les paupières depuis sa naissance. Extrêmement glauque, mais peut-être pas autant que celle-ci. Tandis que je lui tranchais la gorge, j'ai regardé dans ses yeux fixes et réalisé trop tard qu'elle voulait vivre. Je le savais que c'était vrai, car les miroirs ne mentent pas. Un peu alambiquée celle-là, mais très graphique. Et je dis alambiquée surtout parce que la narratrice, qui s'observait dans un miroir en se tranchant la gorge, nous écrit depuis l'au-delà, je suppose. En effet, elle est censée être morte au moment où elle écrit ça. Bref, ça n'empêche pas que cette histoire est bien horrifique. « Je vous en prie, prenez-moi à sa place !» criai-je en agrippant les deux hommes qui ont pris mon enfant. « Désolé madame, seulement les enfants !» répondent-ils en continuant de charger le dernier canot de sauvetage du navire. Alors celui-là, c'est le prix de la mère de l'année, qui veut donc sauver sa peau plutôt que celle de son enfant, alors que leur bateau est en train de faire naufrage. Il s'avère qu'on peut ressentir tout ce qui arrive à notre corps après la mort. Je suppose que je devrais être flatté que mon mari me trouve toujours attirante après toutes ces années. Ouf, oh, histoire d'horreur avec une pointe de nez. C'est charmant. Et ça me fait un peu penser à un épisode des Contes de la Crypte, Abracadaver, dans lequel un personnage est paralysé mais complètement conscient alors qu'on réalise son autopsie. Si vous ne l'avez pas vu, évidemment je vous suggère de le voir, c'est pour moi une série culte. J'ai travaillé à des histoires pour concurrencer les meilleurs de ce subreddit, mais je me rends compte que la chose est quasi impossible. Je commence à croire que certains d'entre vous ne font que les inventer. Alors celle-là aussi est pas mal dans le genre méta, comme si ces histoires d'horreur en 2 phrases étaient également des histoires vraies. Dans ce cas, l'OP serait un peu à la ramasse, et puis c'est bien connu, selon ses détracteurs, tout ce qu'on trouve sur Reddit est par définition totalement inventé. Cela fait près d'1 décennie que je n'ai pas vu ma mère, et elle me rappelle encore chaque jour que si je me conduis mal à nouveau, elle me prendra aussi l'ouïe. Ah, celle-là est vraiment affreuse, on déduit que le narrateur s'est fait crever les yeux parce qu'il n'avait pas été sage. La prochaine punition, ce sera les tympans, c'est carrément gore. Un petit aparté en passant, mais si vous aimez ce genre de fiction très courte, les revues Galaxy SF et Géante Rouge organisent chaque année le prix Pépin, qui récompense les meilleures nanofictions de 300 signes ou moins. Pour le plaisir, je vous lis le Pépin d'Or 2024 signé Mathieu Cernin. Elle et moi enfilons les casques connectés. Les images défilent, des dizaines de sorties possibles, de projets de couple envisagés, des enfants différents, mais nous finissons toujours par nous haïr et rompre. Nous ôtons le dispositif et nous regardons satisfaits. Sacré gain de temps. Marrant car cette histoire-là me rappelle un peu l'épisode Hang the DJ de Black Mirror, où les clones digitaux des utilisateurs d'une application de rencontre sont utilisés pour simuler des milliers de relations potentielles afin de déterminer la compatibilité entre 2 personnes. Mais laissons là la magie des rencontres en ligne pour revenir à nos histoires d'horreur en 2 phrases. Il paraît qu'on meurt 2 fois. La première lorsqu'on s'arrête de respirer et la seconde la dernière fois que quelqu'un prononce notre nom. Assis seul dans mon appartement délabré depuis des années, je réalise que ce n'est pas toujours dans cet ordre. Et je ne sais pas pour vous, mais je trouve celle-là vraiment triste. Le type est tellement isolé qu'il a l'impression de subir une forme de mort sociale. Plus personne ne pense à lui ni ne prononce son nom, alors qu'il est toujours vivant physiquement. Ça renvoie aussi à l'un des plus grands fléaux de la société moderne, la solitude extrême, dont de plus en plus de personnes de tout âge souffrent. Hier, j'ai rendu visite à mon petit ami, qui purge une peine de prison à vie. En le voyant trembler et être envahi par la peur, j'ai su qu'il regrettait enfin de m'avoir battu à mort. Et j'aime beaucoup celle-là qui est pile dans la veine des histoires comme les Contes de la Crypte. Le narrateur est un fantôme qui revient pour hanter son meurtrier. Il paraît qu'on possède un sens primitif, une capacité à sentir quand quelqu'un nous observe. Cela fait quelques semaines et il est clair que toi, tu ne possèdes pas ce sens-là. Celle-là est excellente, déjà avec l'idée que quelqu'un puisse nous observer en permanence, pendant des semaines. On se demande s'il s'agit d'une force paranormale, ou bien plutôt de quelqu'un qui a réussi à s'introduire là où on vit, et qui habite dans les espaces creux de la maison d'où il nous observe par exemple. Ça me rappelle le film Parasite, ou ces histoires vraies où les gens découvrent qu'un inconnu vit caché dans leur grenier depuis des mois.
Et puis il y a la narration à la deuxième personne, le tu qui implique le lecteur et crée un effet saisissant. C'est peut-être mon histoire préférée jusqu'ici. Des balles fusaient à travers le centre commercial, déchirant les vêtements en lambeaux. Dans le chaos, personne ne remarqua que les mannequins saignaient. Alors c'est typiquement le genre d'histoire que je ne sais pas trop comment interpréter. L'imagerie est dark et inquiétante, l'idée qu'il y a des mannequins qui puissent saigner est assez frappante. Mais quelle est l'explication? Est-ce que ce sont des objets doués de vie, un peu comme Chucky par exemple, qui a la forme d'une poupée de plastique mais qui saigne quand on le coupe? Ou bien est-ce que ça veut dire qu'il y a des corps dissimulés à l'intérieur des mannequins? Dans tous les cas, ça me rappelle Still Life, un court-métrage absolument terrifiant dans lequel un type arrive dans une ville qui est peuplée de mannequins. Lorsqu'il ne les regarde pas, les mannequins peuvent bouger, et je ne vous spoil pas si vous voulez le voir, mais l'histoire est assez horrible. Je vous mettrai le lien en description. J'avais promis à ma femme qu'à mon retour de la guerre, on s'asserrait ensemble pour revoir le film de notre premier rendez-vous. Mais maintenant, elle est en train de mourir à l'hôpital, tout ça parce qu'elle a voulu faire du pop-corn. Alors, il faut y réfléchir un peu, mais on peut déduire que le type souffre d'un syndrome de stress post-traumatique et que le bruit du pop-corn qui éclate l'a fait réagir de manière agressive car ça évoque des tirs. Il a peut-être pris sa femme pour un ennemi et l'a attaqué, ce qui l'a conduit tout droit à l'hôpital. Après avoir accouché, j'ai demandé quand la jeune infirmière rousse reviendrait avec mon bébé. Apparemment, aucune infirmière correspondant à cette description ne travaille ici. La situation vécue par la narratrice dans cette histoire est terrifiante. Elle me rappelle une histoire qu'on a vue dans l'iceberg des posts Reddit les plus perturbants, où des personnes se faisant passer pour les services sociaux essayent de prendre son nouveau-né à une mère. Et aussi, elle me fait penser à la saison 12 de American Horror Story, où une fausse infirmière provoque une fausse couche chez le personnage joué par Emma Roberts. Bref, très glauque tout ça. Mais on a certains réditeurs qui ajoutent une phrase pour retourner complètement la situation. Comme le fait ce commentaire qui dit « J'ai plus tard découvert qu'elle prend son titre de docteur très au sérieux ». Et c'est l'occasion de vous présenter quelques subreddits autour de ces nanofictions qui viennent les compléter. Là, on est dans un mood à la r/third sentence happy, comme le précise un redditeur. Autrement dit, avec une troisième phrase, on vient changer le sens de l'histoire pour lui donner un happy ending. Ici, l'infirmière était en réalité un docteur, donc le bébé va bien. Mais il y a un autre subreddit qui, en suivant le même principe, s'efforce de rendre l'histoire encore pire. Il s'intitule r/third sentence worse et en voici un exemple. Je cligne rapidement des yeux pendant que mon petit ami et moi sourions au policier. Je prie juste pour qu'il connaisse le morse. Alors cela fait penser à une célèbre vidéo avec un prisonnier de guerre américain qui est interviewé et qui fait des signes en morse en clignant des yeux. Bref, voici la troisième phrase qui vient rendre l'histoire encore pire. Puis le policier s'est tourné vers Brad. T'avais raison, elle essaye de s'échapper. Mais allez, il y a encore quelques pépites qui tiennent en 2 phrases seulement que j'ai envie de vous partager. Celle-ci est particulièrement perturbante. Dans ces derniers jours, grand-père pleurait et délirait à propos des flammes de l'enfer. Et je me demandais comment un homme si bon pouvait craindre une telle chose. Après les funérailles, j'ai trouvé les photographies et j'ai appris pour la première fois que ces jours à Buchenwald ne s'étaient pas passés en tant que prisonnier. On en conclut que le grand-père était donc, dans sa jeunesse, un officier SS dans un des pires camps de la mort de la Seconde Guerre mondiale. Et il est vrai qu'après 1945, de nombreux criminels ont réussi à s'enfuir dans différents pays et ont mené une vie tout à fait ordinaire sans jamais être punis. C'est ce que montre bien le film Un élève doué, adapté de la nouvelle de Stephen King du même nom. L'histoire met en scène un lycéen qui identifie un de ses voisins comme l'ancien directeur d'un camp, recherché pour crimes contre l'humanité. Le film vire très glauque et je le trouve excellent. Mais plus encore, je vous conseille le livre dont l'histoire provient, le recueil de nouvelles différentes saisons, car c'est un banger absolu et on y trouve également les nouvelles dont sont tirés les films Les Évadés et Stand By Me. Je vous mettrai là aussi un lien dans la description. Il semble que vous ayez découvert une espèce entièrement nouvelle de termites. Le docteur se retourna avec les radios. Cela explique aussi la douleur que vous ressentez dans vos os. Alors là, on dirait qu'on a affaire à un type de termite qui donc, au lieu de s'attaquer au bois, s'attaque ici aux os. L'histoire est horrible, mais quand on en sait un peu plus sur les parasites qui peuvent infester les humains, on se dit que la réalité dépasse parfois la fiction. J'en parle dans mon iceberg des pires phobies et franchement, c'est un des sujets les plus horribles que j'ai jamais étudié. Je crois d'ailleurs que je souffre moi-même un peu d'helminthophobie, qui est la peur des vers parasitaires.
Mais bref, passons à l'histoire suivante. J'adore aller à la plage et observer la différence entre la marée basse et la marée haute, bien que cette marée-ci soit exceptionnellement basse depuis un bon moment déjà. Et là, ça renvoie à un phénomène qui précède un tsunami. Avant que la vague géante arrive, la mer peut se retirer sur des distances considérables. C'est d'ailleurs ce qui a été observé lors du tsunami de 2004 en Asie du Sud-Est qui a fait plus de 200 000 victimes. La mer s'est retirée et beaucoup de gens ont observé le phénomène comme si c'était une curiosité, sans comprendre que c'était un signal extrêmement alarmant. Donc de votre côté, si jamais vous voyez la mer qui recule de manière anormale, vous savez que c'est le moment de courir vous réfugier au plus loin de la côte et tant qu'à faire en hauteur. J'ai décidé de tuer quelques-uns des personnages dans le livre que j'écris. Cela pimentera certainement un peu mon autobiographie. Bon, pas besoin d'expliquer celle-là. À la place, je propose un petit défi aux plus inspirés d'entre vous. Partagez votre propre histoire d'horreur en 2 phrases dans les commentaires. J'inclurai celle avec le plus de likes dans ma prochaine vidéo de Surbex. Sur ce, n'oubliez pas de laisser un petit like pour aider la vidéo et n'hésitez pas à la partager si elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.